Bon, merci beaucoup d'être présent. On va démarrer tranquillement et laissant à la foule le soin de rallier cet agréable moment. Effectivement, retour aux sources. Rémi Baï, ici présent. Bonjour. Yasmina Aliassine et David Naïm. Voilà, hein, on est entre nous en fait, hein, on pourrait presque le faire au jardin à côté. Donc David Naïm, l'ombre pâle, on est d'accord? Pour l'instant tout va bien. On est sur la bonne table. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, une histoire assez incroyable où il s'agit de vivre la mort, de libérer une âme en faisant preuve d'imagination. On ne va pas trop en dire non plus, alors, on ménage un suspense sous. Et d'ailleurs, si vous avez lu ces livres et vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais. On vous donnera la parole, vous voyez, ce sera un retour de la parole. Yasmina Aliassine pour l'Oiseau des Français. Là où il est question on va dire d'une forme de mixité, mais tout part d'une histoire d'amour. Un homme, une femme qui ont un enfant. Papa vient d'Algérie, maman est française. Et comment, dans l'Algérie, on va vivre cette mixité, comment tout cela se construit. Et puis Rémi Baï qui nous emmène avec les enfants de la crique dans un lieu mystérieux avec une mer, franchissable ou pas, mer au sens bien sûr de Méditerranée. Voilà, donc parce qu'on précise, il peut y avoir quelques confusions. Alors justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec vous, Yasmina, parce qu'on se dit toujours, et vous êtes primo-romancier, il y a l'envie de rentrer dans le livre, et on se dit d'abord une première question, effectivement, c'est que est-ce que vous avez eu le sentiment d'aborder un sujet tabou? Je vais vous dire pourquoi, parce que moi j'ai rencontré des gens auxquels j'ai pensé en lisant votre livre, des noms qui me reviennent en tête, donc des prénoms, qui avaient cette mixité, donc maman française, père algérien, et c'était pas toujours facile à vivre, et bon, certains ne voulaient pas en parler, hein, ils étaient devenus français, ils étaient passés à autre chose. Mais quand on discutait un peu de cela, on sentait qu'il y avait quelques blessures. Alors, ce n'était pas le rôle d'une simple conversation que de les soigner, mais on sentait qu'on touchait à quelque chose de pas simple. Hein, et même si, de premier abord, ces gens avaient l'air parfaitement souriants, tout à fait équilibrés, mais quand on abordait cette question de l'origine de la mixité, une fois qu'on a passé, vous savez, les clichés sur la richesse, ce qui est vrai, on sentait qu'il y avait quelque chose. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment d'ouvrir une page qui est finalement peu écrite encore aujourd'hui? Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. On peut passer à autre chose si vous voulez. Non, pas du tout. Je suis un peu intimidée. Alors, j'ai réfléchi. On est entre nous. Voilà, hein, oui, je réfléchis. Je pense que c'est très différent suivant si cette mixité a été vécue. Moi, je l'ai vécu, cette mixité. Moi, je suis née à Alger. J'ai vécu cette mixité en Algérie. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la même histoire si on la vit en France. Oui, mais ça fait partie en même temps. Moi, je suis née comme ça. Je vivais dans un monde où il y avait beaucoup d'enfants. Mes amis étaient un peu comme moi, avec des mères françaises, ou en tout cas des mères européennes, françaises souvent, et un père algérien. Mais c'était juste après l'indépendance. Il y avait cette idée aussi d'une Algérie qui allait être ouverte, nouvelle. Et on était dans une époque où le préjugé n'était pas envisageable. Enfin, moi, j'ai été élevée dans un monde avec un grand sentiment d'ouverture, et je ne peux pas dire que j'avais le sentiment que c'était problématique d'être comme ça. Mais après, en grandissant, peut-être que j'ai senti que oui, c'était pas si simple, en fait. C'était pas si simple, d'abord parce que nos mères, qui avaient quitté la France et épousé des Algériens dans les années 60 et qui étaient venues vivre en Algérie au moment où les Français en partaient, c'était des destins un peu singuliers quand même, qu'elles n'avaient pas toujours été si bien acceptées que ça en Algérie, que nos pères n'avaient pas toujours été si bien acceptés que ça en France, dans leur famille. Enfin, qu'il y avait des choses complexes et que se sont rajoutées à ces histoires personnelles, l'histoire des deux pays. Et en fait, c'est un peu ça que je voulais raconter. C'est un peu ça que je voulais raconter. C'est comment ces histoires individuelles, elles se mélangent aussi avec le sentiment confus que je pouvais avoir enfant et que j'ai eu après, qu'il y avait de la France un peu partout en Algérie, même si l'Algérie était devenue indépendante, qu'il y avait des traces de la France, qu'il y avait des traces de ce qu'on appelle les pieds noirs, même si j'aime pas beaucoup cette expression, qu'il y avait l'histoire qui était passée par là, qu'il y avait le temps de la France, discours que j'entendais, du temps de la France, on me disait que... Voilà, donc je sentais que mon histoire individuelle, elle était complexe, éventuellement douloureuse, mais effectivement, vous avez raison de dire que cette douleur ne pouvait pas tellement être dite.
Aussi parce qu'il y avait ce mythe de l'Algérie parfaite, de l'indépendance algérienne, c'était un pays formidable, merveilleux, ouvert. Donc comment dire ça? C'était compliqué à dire, je crois que personne ne pouvait le dire, mais ça existait. Hein. C'était là un peu par en dessous, et je crois qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir le dire, effectivement, dire, ben oui, c'était peut-être pas si simple. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est ma vie, c'est la vie de beaucoup de gens d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre, page 40, à propos de cette mixité, de ces rencontres entre les différentes langues, puisque quand on vit en Algérie, il y a bien sûr le français, puis il y a l'arabe, ce qui paraît évident, et vous écrivez, le français, il m'était entré dans l'oreille comme ça, sans que je fasse aucun effort, il était devenu une partie de moi, c'était une magie. Et l'arabe, je ne pouvais pas l'apprendre, malgré les cours et les leçons, pas plus que la quasi-totalité des enfants comme moi. C'est pour cela que j'aimais l'anglais. C'était une langue que l'on pouvait apprendre. Avec l'anglais, tout était plus simple. Je me sentais légère et j'aimais la sensation d'être entièrement étrangère au monde anglo-saxon. Car étrangère, dans une langue, ça voulait dire personne pour dire ton accent n'est pas l'accent d'une anglaise, ou mais ton père est anglais, pourquoi parles-tu si mal, ou comment peux-tu vivre en Angleterre depuis si longtemps et ne pas parler anglais? Oui. Mais ça, c'est un problème qu'ont beaucoup d'Algériens, ceci dit, c'est-à-dire d'être algérien, de parler l'arabe, mais de ne pas le parler comme il faut, qu'on vous rappelle toujours que vous ne le parlez pas comme il faut, que comment ça se fait que vous ne savez pas le parler. Et, cette histoire de langue en Algérie est très complexe, mais c'est vrai qu'aussi parce qu'il y a cette problématique de l'arabe qu'on appelle darija, c'est-à-dire l'arabe dialectal, on va dire, oral, et puis de l'arabe officiel. Donc il y a toujours un problème. On a l'impression que si on n'est pas né avec cet arabe dans l'oreille depuis tout petit, on ne peut jamais l'apprendre. Et donc moi, mais je partage ce destin de ne pas comprendre l'arabe, de mal le parler, d'être toujours en difficulté avec cette langue, avec beaucoup d'Algériens, je dois dire. Et pas seulement des Algériens comme moi, qui ont une mère française. Alors, on parle de ce retour aux sources, et c'est aussi un point commun entre vos 3 livres. Vous ne faites pas, je ne sais pas si ça appelle un commentaire de votre part, mais c'est un constat de lecteur, vous ne faites pas de ce retour aux sources quelque chose de merveilleux, forcément fantastique. C'est-à-dire qu'on pourrait penser retour aux sources, ça va être extraordinaire, on revient à quelque chose de magique. Vous nous racontez chacun à votre façon un retour aux sources, ou vivre avec ces sources qui n'est jamais très évident. Et nous sommes au 40, alors là on n'était pas loin de la page 40, vous savez, pour évoquer là, ce passage que je viens de lire. Vous, David, aussi, c'est beaucoup plus simple, David Naïm dans l'ombre pâle, puisque, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous nous parlez effectivement de ce Simon confronté à la mort de son père qui va revenir, et qui va lui demander de l'aider à monter au paradis en quelque sorte. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un psaume 40, donc nous sommes au 40, un psaume 40, qui a pour vocation d'échapper aux mauvaises âmes. Donc on est un peu dans le sujet, et dans ce psaume, il est notamment dit « Je viens avec les rouleaux de la loi écrits pour moi ». Alors vous avez écrit ce livre pourquoi? D'abord peut-être pour nous prouver qu'il faut croire à son premier roman, parce que vous ne l'avez pas publié tout de suite, le premier roman, il a fallu du temps. C'est important de souligner le combat des primo-romanciers. On n'arrive pas, j'écris un livre, je l'envoie, ça y est, c'est fait. Oui, moi j'ai mis presque 3 ans à le publier. Et qui d'aventure, on pourrait parler des heures de la complexité d'être publié. Et puis après, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que moi, il y avait ce sujet qui pour moi est central dans ce texte, et qui est une question qu'on se pose souvent dans ces sujets d'origine, de retour aux sources. Dans la vie, on vit avec des silences. Et est-ce que ces silences, on peut les combler avec de la littérature? Est-ce que la littérature, ça peut remplacer des souvenirs? Et c'est de ça, moi, l'essentiel de mon travail, c'était de se dire, et notamment, moi j'ai aussi une histoire personnelle qui est assez proche de ce livre, c'est-à-dire que mon père était tunisien, ma mère est marocaine, ils sont arrivés en France, et en arrivant en France, effectivement, il y a beaucoup de silences qui viennent avec eux, qui sont liés à l'époque de la guerre, qui sont liés au parcours de l'immigration. Et quand on en hérite, il faut en faire quelque chose. Voilà. Et donc la littérature, je pense que ça inventer, ça aide. Donc vous étiez obligé de rentrer dans ce livre quelque part, au sens qu'il y avait toute cette histoire personnelle et vous sentiez la nécessité depuis longtemps de la traduire en prose, si j'ose dire? En fait, non. En fait, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu
très longtemps en me fichant complètement de ce sujet des origines, de l'identité, et en ayant un père qui, lui, était très tourné vers la France, qui est quelqu'un qui est arrivé sans rien en France et qui a tout eu de la France et qui en a conçu un amour immodéré et qui en même temps aimait la Darbuka et en même temps l'Andouillette et Enrico Macias. Voilà, un mélange comme on les aime. Voilà, et moi je vivais à Versailles, et donc à Versailles on n'aime pas trop la Darbuka. Oui, c'est plus Andouillette que Darbuka, voilà. on peut dire. Et alors moi qui essayais aussi de m'éloigner de mes origines pour m'emmerder, il arrivait, il me cherchait à l'école avec la fenêtre ouverte, avec la musique arabe à fond. Voilà. Et vous faisiez semblant de ne pas le reconnaître alors. Oui, voilà, ça m'énervait, je le haïssais quand il faisait ça. Donc moi, c'est des sujets qui ne m'intéressaient pas. Et en fait, quand mon père est mort, je me suis aperçu qu'en fait, ces silences-là, en fait, on est obligé d'en faire quelque chose. Ces silences, c'était en fait mon patrimoine. C'était pas rien. Quand les gens meurent, il n'y a pas rien. Il y a des souvenirs où il n'y en a pas, mais il n'y a pas rien. Et ce pas rien, on est obligé en fait d'en faire quelque chose, qu'on le veuille ou non. Et moi, ce quelque chose, pour moi, c'était la littérature. Voilà, ça fait penser à une phrase de Françoise Sagan. On ne sait pas ce que le passé nous réserve, mais ça peut être un point commun, un trait d'union entre vos 3 livres. Passé, présent aussi et futur. Je parle bien sûr de la Méditerranée. Alors vous allez me dire, Rémi, oui, mais le chiffre 40, vous allez me poser la question, est-ce que vous avez un lien avec le 40? Oui, parce que les choses sont bien faites, puisque dans l'alphabet biblique, la 22e lettre est liée à l'eau. Donc vous voyez, et sa valeur numérique est 40. Donc vous voyez, on en Quelle transition. Oh, quelle transition extraordinaire. Vous avez assisté à un moment de beaucoup d'émotions. Merci. Alors, oui, voilà, la cabale, ça marche toujours. Voilà. Ouais. C'était une cabale. Bravo, David. Et vous me parlez de ce lieu, la douane. Alors, il y a cette Méditerranée qui est en vous. Et on a pu entendre ici et là que vous aviez le sentiment depuis longtemps que la Méditerranée, qui vous réunit tous les 3 aussi d'ailleurs à travers vos livres, c'était une muse et que finalement elle était tout le temps en vous. Et je crois savoir même d'ailleurs, c'est en voyant cette belle Méditerranée à Beyrouth, si je ne m'abuse, que vous vous êtes dit qu'il fallait en faire quelque chose. Alors on parlait des silences avec David, vous c'est une mer maritime, si j'ose dire. Oui, à la différence peut-être des silences de David, moi c'est une omniprésence que j'ai mis du temps à reconnaître. En revanche, le mot de muse, je ne sais pas si je l'utiliserai comme tel, puisque j'espère qu'on a une relation équilibrée, la Méditerranée et moi. Le sens de ce livre était peut-être de faire un contre-don, c'est-à-dire de pouvoir remercier, de pouvoir célébrer quelque chose. Mais comme vous faisiez référence à ce que je dis, oui, j'ai eu la chance de faire mes études à Beyrouth, au Liban, et c'est en étant de l'autre côté de la Méditerranée, en regardant cette mer et imaginant ma maison de l'autre côté, que je me suis dit, bah tiens, je me sens aussi un peu chez moi ici. En tout cas, il y a quelque chose du chez moi qui me questionne, et cette notion du chez-soi, qu'est-ce que le chez-soi, qu'est-ce que la maison, à quoi ressemble-t-elle, est-ce que ça peut être autre chose que le lieu dans lequel on dort le soir, est-ce que ça peut être simplement peut-être une étendue, un horizon, une idée? C'est une question que je me suis posée, oui, et pour se poser cette question, l'idée que finalement les conditions de cette omniprésence qui sont rappelées, que l'on retrouve, favorisent aussi dans l'écriture, puisqu'il y a l'idée du retour aux sources là, l'idée d'être parti avec beaucoup de choses de la Méditerranée, mais on ne sait jamais ce qu'on emporte lorsqu'on part, mais lorsqu'on revient, on sait en fait ce qui nous a manqué, on sait ce qui était absent. Et c'est peut-être ce trajet-là qui m'a donné envie d'écrire sur la Méditerranée, sur les criques, comme une célébration, mais comme vous disiez aussi plus tôt, sans en faire une carte postale, sans être dans l'idyllique et sans enfermer aussi ce que ça peut être. Avec, et on a l'occasion d'en parler, la découverte de ce que peut être la réalité dans cette crique, qui, vue de l'extérieur, peut être une vie de rêve. C'est assez évident. Et vous nous montrez même les questions philosophiques. Est-ce que je peux quitter cette crique? Et on le sent peut-être parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce qui peut être au départ déstabilisant, mais c'est positif quand je dis ça, mais qui est assez intéressant, c'est de voir que
la douane, qui est ce lieu, c'est aussi un personnage. Donc, tout d'un coup, on prend conscience que ce lieu est aussi un personnage, donc ce lieu, il peut vous étouffer si vous n'y prenez pas garde. Oui, en fait, j'en suis arrivé à l'idée que cette crique-là était un huis clos à ciel ouvert. Et un huis clos à ciel ouvert, c'est un espace qui est à la fois enfermé, enfermant, mais en même temps, comme il y a ces éléments-là, cette rencontre aussi entre toutes ces formes de vie et du monde, il y a la possibilité de l'extérieur. Et donc, ce paradoxe-là, il me permet aussi de dire que la Méditerranée est un ensemble de paradoxes, en tout cas de ce que j'ai voulu en dire, de quelque chose, en fait, de beau et de grave, quelque chose de tragique et de solaire à la fois, quelque chose de généreux, mais parfois aussi de redoutable. Et donc, dans tous ces ensembles de paradoxes, la crique était pour moi le lieu du secret, le lieu du partage, le lieu des expériences, mais aussi finalement le lieu du danger. Et aussi, quelque part, le symbole de quelque chose en péril. Et donc, il y a cette notion aussi, je crois, de risque et d'ambiguïté, qui est peut-être pour moi un endroit littéraire intéressant, l'ambiguïté, qui permet aussi de toujours aller chercher peut-être les vices cachés, les choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, ou les choses qui sont en train de changer. Peut-être que c'est là où moi j'aime bien aussi aller voir ce qu'il s'y passe. Alors, dans votre ouvrage, vous cassez les clichés. Maintenant, moi, je vais poser une question cliché à vous, Yasmina, et pardon si elle est cliché, donc vous m'excuserez, mais c'est un très beau métier, prof de maths, et vous avez choisi la littérature. Est-ce que la littérature, ça permet de passer à quelque chose de plus irrationnel que les maths? Je vous pose la question, et en même temps, beaucoup de matheux que je connais qui sont autour de moi sont des gens complètement artistes et complètement irrationnels. Mais est-ce qu'il y avait le fait de pouvoir accéder à une dimension peut-être plus sensible, plus irrationnelle en embrassant la plume? Vous pouvez dire non, hein, c'est pas grave. Oui, alors pour moi, il n'y a jamais eu de problématique. C'est-à-dire, moi, depuis que je suis petite, j'aime les deux. Mais bien sûr que je sais depuis toute petite que ce n'est pas du tout la même chose. Et qu'en même temps, il y a par moments des points de contact entre les deux choses. Mais c'est quand même très différent. La grande différence, évidemment, je vais dire une banalité, c'est que quand on écrit, on dit quelque chose de sa sensibilité. Et quand on fait des maths, on est traversé de beaucoup d'émotions. Je parle de maths, alors bon, moi je suis prof de maths, donc il m'arrive encore de faire des problèmes un peu difficiles, mais quand même, je parle des moments d'études quand on fait vraiment des maths. C'est-à-dire faire vraiment des maths, ça veut dire faire des choses difficiles qu'on n'arrive pas à faire et qu'on doit chercher pendant des heures et des jours. Ça, c'est faire des maths. C'est vraiment un peu comme un livre quand il manque la phrase. Faire des maths, c'est être dans la grosse difficulté. Dans ces moments-là, on est traversé d'immenses émotions. C'est d'ailleurs un fait connu que les gens disent que les mathématiques sont froides. Moi, je ne le crois pas du tout. En tout cas, ça provoque beaucoup d'émotions, de détestation ou d'amour, mais beaucoup d'émotions en tout cas, plus que beaucoup de disciplines. Mais ce qui est évident, c'est que les émotions qui nous traversent quand on fait des maths, on n'arrive pas à savoir ce qui de soi, ce qu'on a par rapport à notre propre histoire, donc ça, c'est autre chose. Tandis que quand on écrit, qu'on est traversé d'émotions parce qu'on écrit ou qu'on lit, on peut faire le lien avec sa propre histoire, ses origines, les gens qu'on connaît, les paysages qu'on aime. Voilà, donc c'est ça la grosse différence. C'est la sensibilité, c'est ce qu'on a d'intime, de personnel qu'on retrouve plus quand on est dans la littérature. Mais il y a des moments où ça se ressemble un peu aussi, la recherche de la justesse, la recherche de la précision, des fois. Il y a beaucoup d'écrivains qui adorent les maths, en fait, si vous voulez. Contrairement à ce qu'on pense, je ne sais pas, quelqu'un comme Stendhal, par exemple, a beaucoup hésité, a voulu faire des maths pendant très longtemps. Et il y a une histoire assez étonnante avec les maths. Enfin, il est fou des maths, absolument. Il pense que c'est ça qui va le sauver, en fait. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Il y a Roubaud, il y a plein de gens qui ont beaucoup aimé les maths et qui aiment aussi la littérature. Mais ce qui manque dans les maths, c'est ce qu'on est sur sa propre histoire. Ça, on peut pas quand on fait des maths, ça disparaît. Bravo voilà. Yasmina pour avoir répondu à cette question, parce que c'était pas voilà. évident. Mais c'est une façon aussi de voir quels sont les points communs qu'il y a entre vous, écrivain, et vous, avant. Alors David aussi, ça va être la même chose, désolé pour la question. Est-ce qu'entre le consultant que vous avez été, qui s'intéressait aux tendances de consommation, comment on va réagir à l'avancée de l'IA dans la grande distribution, des choses comme ça, enfin, tout ce qui vous avez travaillé, ce David Naïm-là, il s'efface et il y a le David Naïm écrivain. Est-ce que c'est une autre part de vous que vous avez découvert en écrivant? Question cliché peut-être, désolé, mais... Non, que je suis toujours. Bravo.
Juste, je fais un point sur les maths parce que moi, je fais partie de ces gens qui sont totalement fascinés par les maths dans mon travail d'écriture parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, il y a 26 lettres dans l'alphabet et ces 26 lettres, ils ont produit des millions de livres, à commencer par la Bible. Moi, C'est incroyable. Ce truc me fascine totalement, quoi. Ça me fascine totalement. Et c'est que de la combinatoire, mais ouais, voilà. Et ouais, je fais partie de ces gens qui sont fascinés par les maths en étant totalement nul. D'où la fascination aussi, ouais, parfois. Non, mais je suis nul, mais j'ai beaucoup de mathématiciens en fait dans ma famille. C'est pour ça que, mais voilà, je suis le vilain canard. Et moi, je suis, je sais pas si c'est un autre ou si c'est le même. Je crois pas trop. J'ai une autre vie, etc. On a une vie, puis on la vit. Moi, j'en ai pas d'autres. Hein. Oui. Si certains en ont d'autres, je suis intéressé tout à l'heure par la technique. Non, pour moi, c'est une autre facette de. Moi, je suis intéressé fondamentalement par l'altérité, c'est-à-dire de quelle manière on peut rencontrer l'autre. Et il y a des rencontres qui sont dans des mondes très professionnels, et dans la littérature, il y a cette manière aussi très profonde de rencontrer l'autre. Et pour moi, les choses sont complémentaires, avec un point qui est pour moi particulier, c'est que je pense que pour bien connaître aussi le monde économique, et mon second livre là, qui sort bientôt, il parle de ça, en fait, la création et la culture, c'est le dernier lieu, je pense, où ça n'a pas de sens de ne pas donner le meilleur. On est dans un monde aujourd'hui qui passe son temps à optimiser tout, les coûts, les revenus, les machins, les gens, on optimise, on gère. Et la création, c'est le dernier lieu où ça n'a pas de sens de penser comme ça. On ne va pas écrire un bouquin en disant « ouais, c'est à peu près bien ». Ça ne veut rien dire. Ou faire une sculpture, ou faire de la peinture. Et moi, en fait, cette démarche-là, pour moi, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante, cette idée d'aller au bout de quelque chose. Je ne parle pas de faire bien ou mal, je parle de faire le mieux, avec toute sa sincérité. Et c'est ça, pour moi, ce que je recherche et ce que j'aime en écrivant. D'être à la source en accord avec la source qui est en nous, là. C'est une source voilà, c'est d'inspiration. ça, cet élan, cette exigence personnelle, cette honnêteté aussi personnelle, intime. Elle n'a plus qu'un seul lieu pour moi maintenant. Il y en a certainement d'autres, mais je parle vraiment à titre personnel. C'est l'art. Oui, c'est vrai, c'est l'art. Et vos livres permettent justement peut-être de transcender certaines réalités, de casser des clichés. Et c'est exactement aussi le cas avec vous, Rémi. Parce que quand vous nous racontez La Douane, on aura l'occasion d'entendre des extraits, vous puisez des inspirations plurielles et vous dites souvent d'ailleurs que, je crois, que l'une des sources, c'est Jean Grenier, c'est ça, hein? Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce nom ne dit rien, pas à grand monde, mais ce qui est intéressant, et on le sent bien dans votre roman, c'est que Jean Grenier donc, a écrit un essai philosophique, fin des années 50, c'est ça, 59, ouais, qui s'appelle Les Îles. Ouais. Et j'ai beaucoup d'images en même temps parce que ça me fait penser à certaines musiques, donc je me concentre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une philosophie expectative, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mouvement, il n'y a pas des feux d'artifice, des avions qui décollent. Et il se trouve qu'en plus, M. Grenier avait été en correspondance avec un élève plutôt connu, Albert Camus. Voilà, donc vous voyez, c'est un essai qui est difficilement trouvable, malheureusement, ou je sais pas. Il a été réédité chez l'Imaginaire. Voilà, oui, il est donc. Cette philosophie qui n'est pas une philosophie au sens où on l'entend penser le bien ou le mal, c'est une philosophie peut-être plus de l'observation. Elle a imprégné votre écriture des enfants de la crique. Merci pour cette question, parce que c'est une référence qui m'est assez chère. Et ça fait partie de ces livres qu'on peut relire à chaque fois, que l'on a l'impression de ne pas comprendre, mais qui nous accompagne, et je le relis presque chaque été, et à chaque fois je refais un pas avec, et c'est un compagnon de route. Je pense qu'on n'écrit déjà pas tout seul, on est la somme de tout ce qu'on a lu, de nos expériences. Voilà, le message philosophique derrière, il est peut-être celui de simplement raconter aussi que
chacun fait comme il peut. L'existence est un moment où on fait comme on peut. Et par rapport à Jean Grenier, cette notion de regarder simplement, d'avoir une forme de, je dirais pas de contemplation, mais de regarder avec des yeux qui fixent des choses et qui essayent peut-être pas de les dénuder, mais de les percer, de les voir comme elles sont. Et je pense que c'est peut-être pour venir avec ce que tu disais aussi, ce que vous disiez tous les deux, l'écriture c'est peut-être ça aussi, essayer de regarder les choses comme elles sont et essayer de les raconter le mieux possible. Et cette référence de Jean Grenier, elle m'a beaucoup accompagné parce que ça c'est plus dans mon processus d'écriture, j'ai besoin de passer par des concepts, par des idées, par des enjeux plutôt philosophiques, pour ensuite voir comment je vais les faire passer dans la narration, dans l'histoire, dans les personnages. Et en fait, il y a tout ce travail d'abord d'imprégnation et de réflexion sur quel message, quelle réflexion, quels enjeux j'essaie de porter. Et ensuite vient le moment de l'écriture, où là, j'essaye plus de travailler quelle émotion. Et donc, en fait, finalement, il y a un peu la rencontre, si vous voulez, des idées et des formes qui se mêlent dans cette histoire de Cric aussi, puisque pour moi ce sont deux modalités d'expérience en fait qui m'aident à comprendre le monde et à vivre ma vie finalement de cette façon. Donc il y a cette philosophie là qui en fait je crois que c'est bien aussi d'avoir des livres qu'on n'a pas encore compris et qu'on continue à essayer de percer à jour. Et donc, ça aide à ne pas avoir trop d'idées définitives, je crois aussi. Et vous nous offrez une belle transition, puisqu'on parlait de Jean Grenier et d'Albert Camus. Vous, Yasmina, en ouverture du livre, vous citez des écrivains dont on suppose qu'ils ont joué un rôle dans votre écriture. Vous citez notamment Mouloud Ferraoun, qui a été en correspondance, parce qu'il y a au moins eu une correspondance avec Albert Camus. Et il écrit dans son journal de 1956 « Pourtant, il faut se mettre à la place des Français ». Même si vous ne prenez pas de place, c'est ce qu'il raconte en fait, que les Français ne se rendent pas compte de la place qu'ils prennent, et c'est une arithmétique un peu inversée. Quelle influence a eu justement Mouloud Ferraoun dans votre écriture? Vous avez pensé à lui? Mouloud Ferraoun, je ne l'ai pas beaucoup lu, ou je l'ai lu il y a longtemps et je ne l'avais pas relu. Et puis je suis tombée sur son journal l'été avant que je publie ce livre. Je savais que le livre allait sortir et en lisant son journal, je l'ai trouvé très, très, très beau, très lucide, hélas. C'est-à-dire qu'il a été assassiné, Mouloud Ferraoun a été assassiné par l'OAS, on suppose. Enfin, bon, il s'occupait de dispensaires. En 62, il était instituteur à Ben Aknoun, à côté d'Alger. Il a été assassiné avec plusieurs. Ils étaient plusieurs à être assassinés juste avant la fin de la guerre. Et son journal est très lucide parce qu'il pressent que ça ne va pas être simple. Bon, il est lucide sur le fait que l'indépendance, ça ne va pas être simple, qu'il va y avoir des combats, qu'il y a déjà des violences, qu'il y a déjà, même à l'intérieur du camp algérien, si vous voulez. Et en même temps, il est très lucide aussi sur le fait que la colonisation, c'est évidemment c'est une catastrophe. Enfin, donc il essaye de tenir les deux, et j'ai trouvé ce texte où, parce que moi, l'Oiseau des Français, le titre part de l'histoire de quelqu'un un personnage qui est réel et puis que j'ai réinventé un petit peu après, d'une enfant sous la colonisation qui regarde vivre les Français finalement, et qui essaye de comprendre ce que c'est, qui voit que les Français sont très différents d'elle, et qui essaye de comprendre qu'est-ce que c'est être Français alors qu'elle est à sa place de petite fille sous la colonisation. Enfin, c'est la question de qu'est-ce que c'est que l'autre. On voit l'autre vivre sous nos yeux, on voit qu'il est différent de nous, et la place de l'autre, ma place, comment on se négocie. Je trouvais cette citation incroyable parce qu'elle dit les Français nous ont pris notre place, mais ils voudraient qu'on se mette à leur place, quoi. Et j'ai trouvé ça très juste comme formule. En fait, je me suis dit, voilà, c'est juste. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi dans votre livre, vous racontez effectivement cette vision de que sont les Français vus depuis l'Algérie par cet enfant de la mixité, et c'est pour ça que aussi c'est intéressant de parcourir un livre. Vous ne redoutez pas d'aborder des vérités qui font mal, c'est-à-dire on aura l'occasion de découvrir que il y a des cohabitations impossibles, et vous ne tournez pas autour du pot, vous le dites. Hein. Et c'est dit, et c'est assez courageux pour le signaler, donc bravo à vous. C'est assez évident, je pense. Oui, mais voilà.
Et justement, comment vous êtes rentré dans ce roman? Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, vous l'avez dit, il y a beaucoup de sensibilité à mettre en avant dans ce livre, parce que ça vous touche. En plus, il y a quand même de petites résonances géopolitiques, qu'on le veuille ou non. Ces deux pays qui existent aujourd'hui, on parle encore de cette indépendance. Alors, le livre démarre comme ça. Un jour que j'étais de passage à Alger, j'ai voulu aller voir le labyrinthe. Cette année-là, j'avais acheté un guide touristique. On en trouve très peu, car qui éditerait un guide pour un endroit sans touristes étrangers? Mais j'en avais quand même trouvé un, et il était fait mention d'un labyrinthe d'église, le plus ancien jamais découvert. Je ne savais même pas que ça existait, les labyrinthes d'église, et encore moins à Alger. Alors, est-ce que c'est vraiment cette expérience labyrinthique qui s'est imposée à vous? Vous l'avez vécu? C'est ce labyrinthe qui vous a invité à... Non, ce qui m'a fait écrire le texte, c'est l'histoire de l'oiseau des Français. C'est une histoire que j'ai entendue, après je l'ai retransformée, mais quand j'ai entendu cette histoire de cette dame qui parlait de ça, j'ai dit, ça c'est une histoire pour raconter l'Algérie. Tout de suite, je me suis dit, bon, mais ça fait longtemps, mais j'arrivais pas, donc je l'ai écrite, et puis bon, ça avait pris une forme, c'était pas abouti, j'ai fait une version, ça marchait pas, bon bref. Et puis, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai recommencé à écrire un peu autour de ça, et l'histoire du labyrinthe m'est revenue. Et donc c'est une vraie histoire, c'est-à-dire, alors maintenant je l'ai vu le labyrinthe en vrai, mais au moment où j'ai écrit le livre, je ne l'avais pas vu. Donc il y a dans la cathédrale d'Alger un labyrinthe d'église, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est le plus ancien jamais trouvé, 300 et quelques après Jésus-Christ. Il a été trouvé dans une ville qui s'appelait Orléansville. J'ai trouvé ça assez incroyable comme histoire. Alors, en plus c'est un très très bel objet, maintenant que je l'ai vu, c'est très grand, Je me suis dit, voilà, ça raconte quelque chose, ce labyrinthe. Alors bon, l'image du labyrinthe, évidemment, vu que moi je me perds beaucoup. Enfin, l'Algérie, je trouve que c'est tellement entremêlé de complications. S'il y a bien un pays compliqué, tout est compliqué, mais alors l'Algérie, on part par un bout, on ne sait pas où on va. Et puis il y avait l'idée des racines chrétiennes aussi qui m'intéressait peut-être, de rappeler dans le livre à plusieurs reprises, je parle de ça, du fait qu'il y a cette espèce d'identité arabo-musulmane, soi-disant, je ne sais pas très bien ce que veut dire ce mot arabo-musulman d'ailleurs, personne ne sait très bien, mais c'est ce qu'on nous dit, vous êtes des arabo-musulmans, bon d'accord, mais moi j'y crois pas, en fait, plein d'Algériens n'y croient pas, mais ils n'osent pas trop le dire, parce que voilà, musulmans oui peut-être, mais arabo-musulmans, espèce de truc bizarre, et j'avais envie de parler de ça aussi, si vous voulez, de toutes ces traces chrétiennes, ou ces traces turques, espagnoles, en fait, que l'Algérie, c'est, en tout cas mon Algérie à moi, et l'Algérie de beaucoup de gens que je connais, c'est un endroit multiple, avec cette histoire étrange qu'il y avait donc des chrétiens, qui n'étaient pas du tout des Romains, qui étaient des Berbères, en fait, des gens du cru, qui étaient chrétiens, qui vivaient là, qu'il y a toujours une cathédrale à Alger, qu'il y a des multiplicités dans ce pays, et qu'il y a des points où il y a eu des rencontres, où il y a eu des... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une identité musulmane, mais que tout ça devrait pouvoir... Enfin, moi, c'est mon idée, mais c'est mon espoir. Et ce n'est pas que le mien, je tiens à le dire, et beaucoup de gens voudraient tellement qu'on arrête d'être dans cet affrontement et qu'on dise, oui, on est plein de choses en même temps, en fait, en Algérie. Donc l'image du labyrinthe, je l'ai trouvée très intéressante. Avec aussi une pointe d'ironie, puisque vous évoquez cette sainte Algérie. Oui, parce qu'au centre du vrai labyrinthe, il y a écrit Sancta Ecclesia, comme une espèce de rébus incroyable. Tous les mots sont attachés, il n'y a pas d'espace. On peut lire Sancta Ecclesia dans tous les sens, dans ce truc. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Internet, au labyrinthe, au cathédrale d'Alger, vous allez trouver ça. Après, bien sûr, non, mais pas c'est maintenant. marrant parce que ça existe vraiment, quoi. Et donc, je me suis dit, nous, il n'y a plus de Sainte-Église en Algérie, mais c'est Sancta Algeria, quoi. C'est-à-dire maintenant, l'Algérie, pour une partie des gens en Algérie, on ne peut pas critiquer l'Algérie. L'Algérie, c'est une espèce d'utopie sainte, et c'est insupportable, en fait, parce que l'Algérie, c'est un pays vivant, ça devrait être un pays vivant, avec ses impossibilités, ses complications, ses défauts, mais c'est pas possible qu'on puisse jamais critiquer, qu'on puisse jamais... il y a les exemples actuels qui montrent que... Voilà, donc j'avais envie de dire, je disais, actuellement on est plutôt sous le règne de Sancta Algeria et chacun essaye de se récupérer son Algérie à lui qui dit être la bonne Algérie. Parce qu'il y a toujours ce problème quand on est en Algérie, on n'est jamais le bon Algérien. Moi par exemple, la dernière fois que j'y suis allée en novembre, on m'a demandé dans l'avion, mais en plus une jeune femme à côté de moi dans l'avion m'a dit vous êtes algérienne? J'ai dit oui, elle m'a dit mais une vraie algérienne, elle m'a dit. Ah oui, alors j'ai dit mais c'est quoi une vraie algérienne? C'était marrant, c'est une vraie parce question. qu'elle-même elle était émigrée, donc elle vivait en Belgique, elle était kabyle, elle m'a dit moi je suis kabyle et tout, je dis d'accord. Et moi, je sais pas pourquoi, quelque chose dans mon physique ou quoi, j'étais pas encore une bonne algérienne. Je me dis mais décidément ça me poursuit, quoi. On n'est jamais
comme il faut, quoi. Il y a les bons Algériens, il y a les mauvais Algériens, et moi, ça me casse les pieds, évidemment, parce que moi, en plus du fait même de mon existence, je suis déjà dans la complication, parce que c'est déjà compliqué. Voilà, donc le labyrinthe, c'était une belle image, j'ai trouvé, pour raconter ça. Qui donne Voilà. un beau livre aussi. Voilà. Et évidemment, sinon on n'en parlerait pas ici. Vous, David, dans L'ombre pâle, vous abordez un autre sujet plus finalement délicat au premier abord, hein, puisque Simon va perdre son père, donc un père qui est en mauvaise santé au moment où il va disparaître. Et puis, c'est pas de bol, si j'ose dire, le papa revient, il est censé être mort, mais il revient de façon par âme interposée, en tout cas on l'imagine, et il va demander à son fils des petites missions pas évidentes. Hein. Il y a le fait de répondre à une obligation religieuse, d'être enterré avec un châle de prière, hein, qui serait une sorte de couverture, manque de peau, on ne sait pas où il est, et puis aussi de réinventer le passé de son père, en quelque sorte, puisque son père, qui est donc mort, aimerait bien connaître son passé. Alors, ça peut paraître étrange de dire ça, mais vos livres, d'une certaine manière, et chacun à leur manière, parlent de l'exil. C'est-à-dire que s'il demande à revivre son passé, entre guillemets, Moïse, qui est donc le père de Simon, votre narrateur, c'est que la Tunisie, elle a été quittée. Donc on vit dans un autre pays et il y a des traces du passé qu'on n'a pas encore explorées. Je veux dire pas encore, c'est qu'il est trop tard ou il y a un travail à faire de mémoire. C'est cette mémoire qui vous a guidé quand vous avez pris plume ? Aussi, oui, ce travail sur la mémoire. Oui, c'est ce travail sur la mémoire, ce travail sur... Parce qu'effectivement, dans le livre, Moïse, donc, qui est le père de Simon, cet homme qui vient de disparaître, a lui-même un père qui a disparu quand il était jeune. Et donc ce grand-père, qui s'appelle Clément, est un espèce de tabou, en fait, parce qu'il a disparu, il a abandonné ses enfants, il a abandonné sa femme, il est parti sans laisser d'adresse où personne ne sait. Et il est devenu comme ça une tâche et un tabou dans l'histoire de la famille. Et effectivement, à la mort de Moïse, c'est ce que vous dites, Moïse revient comme un fantôme et demande à son fils d'inventer son propre père. Il dit, mais comment je peux faire? Je ne le connais pas, personne ne le connaît. Il lui dit, invente, crée-le, t'as qu'à mentir. Et effectivement, sa vérité en vaut une autre. Et effectivement, et derrière s'engage effectivement toute cette question qui est pour moi intéressante, et ce que tu évoquais aussi, hein, sur l'ailleurs. Qu'est-ce que c'est l'ailleurs? C'est l'ailleurs de ce Clément inconnu qui est parti probablement très loin tenter sa chance. C'est l'ailleurs de Moïse qui est parti de Tunisie et qui est arrivé en France et qui a connu ce sujet qu'on appelle l'intégration, et qui est au cœur de ces débats aujourd'hui dont on parle beaucoup sur l'identité. C'est le fils qui est là et qui peut-être, lui, à force d'entendre parler et d'inventer des ailleurs à ses aïeux, si j'ose dire, finit par se poser la question. Oui. Et moi, cette question, effectivement, de l'ailleurs, et puis aussi cette question de l'intégration et donc de l'identité, elle est importante. Moi, je viens effectivement d'une famille où, encore une fois, les gens sont arrivés en France. Et et l'intégration, avant de s'intégrer, quand on arrive dans un autre pays, on se désintègre en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'identité, elle se disloque comme un miroir. Les nations et la France est faite comme ça de ces gens qui ont des milliers de facettes et de mosaïques. Et moi, je suis toujours très inquiet effectivement de ces débats sur l'identité, parce que quand on parle de l'identité, on s'empêche de devenir. C'est-à-dire que non seulement on s'obsède par ce qu'on a été et qu'on n'arrivera jamais à définir, mais pendant qu'on parle de ça, on s'empêche de devenir en tant que personne et en tant que nation. Et ça, c'est un problème. Et cette sommation aussi que j'aborde, parce que je l'ai connue et j'en ai souvent discuté avec mes parents ou avec des amis issus de l'immigration, cette sommation, en fait, à toujours choisir, comme je disais tout à l'heure, entre la darbouka et l'andouillette, elle est dangereuse parce qu'il en va, en fait, de l'intégration un peu comme de l'amitié. C'est-à-dire que celui qui vous demande de choisir, c'est toujours celui qui confond l'allégeance et l'amitié. Et quand on demande à des gens de choisir aujourd'hui entre la France et pas la France, tel truc et tel autre,
il y a ça derrière. Il y a ça derrière. Et demander à des gens de faire allégeance, c'est dangereux, c'est compliqué, c'est douloureux aussi. Oui, parce que vos livres sont à la frontière des mémoires et le fait de, David, quand vous abordez la mémoire à une certaine époque, ça permet aussi de faire parler les personnages. Et par exemple, Moïse, qui raconte ce souvenir donc à son fils, un moment dans votre livre, c'est Moïse qui parle, il se souvient donc de son enfance en Tunisie, et il dit à votre narrateur, « Maman nous appelle pour le dîner. Ça sent bon la pkeïla. » La pkeïla, c'est un plat à base d'épinards et d'huile, on va dire, beaucoup d'huile. Et... Ça ressemble un peu à du mazout vert, voilà, c'est du mazout. Très gras. En vert, avec du merguez quand même. Si vous n'êtes pas juif séfarade, je ne vous conseille pas de manger ça. Il faut avoir... Donc, c'est voilà. très bon. Ma mère va me tuer. C'est très très bon. Mais il faut pouvoir tenir le coup. Et donc, en dépit de cette évocation culinaire, on revient au contexte qui est moins loufoque, mais ça permet aussi d'évoquer cette part de mémoire oubliée. Donc Moïse dit à son fils, « Maman nous appelle pour le dîner, ça sent bon la pkeïla ». En posant le plat sur la table, elle nous informe, « Votre père est à Tunis », puis commence à se servir. Elle vient de remplir mon assiette quand tout d'un coup, des cris montent depuis la cour. Elle s'immobilise comme une bête aux aguets. Nous faisons de même par mimétisme. On tend l'oreille. Des mots sont prononcés dans des langues que je connais. Et Allah et Breko, d'autres crachés dans une qui m'est inconnue. Schneller Juden, mais dont je comprends l'essentiel d'instinct. C'est elle qui commande. Maman nous ordonne, cachez-vous, vite! Je regarde mon assiette avec regret et tente au moins de plonger un doigt dans la sublime sauce verte, Abkeïla, évidemment, et huileuse. Moïse, ma sœur Belinda m'attrape le bras. Nous précipitons derrière le canapé. Parce que c'est aussi cette partie de l'histoire dont on n'a pas forcément idée qu'évoque Moïse avec son fils, et que finalement, en fait, c'est les Allemands, à l'époque, évidemment nazie, qui débarquent en Tunisie. C'est pas une chose dont on a forcément écho. C'est une histoire qui est très peu connue. C'est qu'effectivement, en Tunisie, les Allemands sont arrivés et ont occupé la Tunisie, mais 6 mois, entre fin 42 et mi-43. Ils ont créé quelques camps de travail. Ils avaient des ambitions un peu plus mortifères, si j'ose dire. Ils étaient déjà en train de perdre la guerre, donc ils sont restés 6 mois. Et en fait, ces 6 mois-là, il y a eu très peu de morts. Mais ils ont créé un espèce de traumatisme tabou qui traverse comme ça les juifs séfarades, c'est-à-dire les juifs d'Afrique du Nord. C'est qu'à hauteur d'homme, vous voyez des gens qui arrivent chez vous, qui vous disent vous avez 5 minutes pour partir, c'est un vrai traumatisme. Quand on vit dans l'ombre de la Shoah, c'est un traumatisme qui n'est inexprimable. Et il y a eu comme ça ce tabou entre les Ashkénazes et les séfarades, dont on parle peu, mais qui est réel, hein, et que moi j'ai entendu s'exprimer, par exemple, de la bouche d'Ashkénazes, en disant « mais vous, à part manquer de chocolat, il ne vous est pas arrivé grand-chose ». Et on peut dire que c'est vrai, et en même temps c'est faux. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux, effectivement, et moi que j'ai connu chez nombre de juifs séfarades, c'est cette incapacité à pouvoir dire leur souffrance parce qu'elle est ridicule. Mais une souffrance, c'est comme je dis dans le livre, avec une ampoule sur le pied, on marche aussi mal qu'avec une jambe en moins. C'est-à-dire que c'est des petites souffrances, mais c'est des souffrances terribles aussi. Et voilà, il y a eu. Et moi, j'avais à cœur de raconter cette histoire-là parce que je la trouve intéressante. Et d'ailleurs, elle n'est pas étrangère à ce qu'on. Je ne vais pas développer parce que ce serait trop long, mais elle n'est pas étrangère aujourd'hui au conflit israélo-palestinien. C'est un sujet très intéressant. Et d'ailleurs, il faut rajouter que c'est la force de vos livres, c'est qu'on est sur des fois des moments graves, mais ça n'exclut pas, et ce n'est pas une clause de style, des moments d'humour et des moments plus légers. Ce qui est aussi intéressant avec les littératures, ce ne sont pas des essais académiques sur l'identité franco-algérienne ou le destin des Juifs tunisiens ou l'évolution des criques en Méditerranée. Il y a toutes les dimensions humaines. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, Rémi, dans votre livre « Les enfants de la crique », par exemple, quand vous racontez l'enfance, parce que
c'est vrai, on ne peut pas imaginer ce que c'est de grandir dans une crique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire être enfant dans ce lieu? Alors on imagine, c'est le paradis, on est toute la journée en maillot de bain, etc. Et puis là, vous nous donnez une sorte d'avant-goût, en tout cas vous nous aidez à nous immerger dans ce monde. Vous écrivez « Grandir à la crique, donner aux enfants des pouvoirs. Si naître là-bas était un privilège, l'apprentissage qu'ils recevaient en était la véritable richesse. L'école à la maison que les parents organisaient à la place de la maternelle leur donnait la chance de suivre les enseignements supplémentaires de la douane et de cascade. Ils débutaient ainsi par petits groupes à l'école des sens. L'école des sens, c'est l'école de la vie. Comment vous avez imaginé ce que c'était cette enfance? Est-ce que c'est votre propre enfance à Toulon? C'est une enfance fantasmée? Comment tout cela s'est construit? En fait, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait rien de plus sérieux que l'enfance et qu'en fait, je vois mes petits-neveux là qui commencent à apprendre à nager l'été dans la crique et je me dis, mais c'est tellement sérieux en fait ce qu'ils sont en train de vivre et ils m'apportent tellement de réflexions profondes. Et sur la crique, oui, j'ai grandi dans des criques, j'ai mobilisé de nombreux souvenirs pour ce livre finalement. En essayant de raconter aussi finalement une part d'insouciance, puisque le cadre là il est un peu paradisiaque et l'insouciance de l'enfance va bien avec, et finalement les personnages qui sont les enfants de la crique, qui sont Nine et Coco, les deux personnages un peu centraux du livre, ils sont dans le moment un peu de la fin de l'enfance, et la fin de l'enfance peut-être aussi la fin de l'insouciance, la fin un peu du monde aussi contraint, fermé, puisqu'un enfant il n'a pas trop l'occasion d'aller voir un peu où il veut, on lui montre des choses, il explore un peu, mais ça reste toujours sous l'œil des adultes. Et donc, ce que je voulais raconter aussi, c'est par rapport à cette histoire de crique, en tout cas, quand moi je l'écris, c'est parce que je resterai toujours un enfant du coin. Même si je grandis, même si je vieillis, on reste tout le temps un enfant du coin. Et ça, ce truc de rester un enfant du coin, je trouve ça très beau parce que ça nous rappelle que même si les âges passent, même si le temps avance, on est réduit peut-être aussi à cette petite façon de regarder les choses, d'essayer de continuer à les découvrir comme la première fois. Et c'est cette chose-là que j'essaye de raconter aussi dans le livre, c'est de continuer à regarder finalement le monde qui nous entoure et l'endroit dans lequel on grandit comme si c'était la première fois, et de continuer peut-être à s'en émerveiller ou à se rendre compte que les choses ont changé. Puisque il y a un concept, encore une fois, pardon, mais de philosophie qui m'a beaucoup aidé. On est là pour tout faire, on parle de Keila, de philosophie, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est bon, hein. Qui m'a beaucoup aidé. C'est un concept qui a été écrit par un philosophe australien qui s'appelle Glenn Albrecht, et c'est la solastalgie. La solastalgie, c'est finalement un concept qui est la nostalgie, le sentiment de nostalgie de voir nos paysages d'enfance en train d'évoluer. Et en fait, moi, quand je reviens maintenant dans les criques dans lesquelles j'ai grandi, les arbres, ils sont de moins en moins vigoureux. La falaise, elle s'est un peu effondrée à cause de l'érosion. On sent que c'est beaucoup plus sec. L'eau est en train de monter. Mes paysages changent, en fait. Et c'est ça aussi, de se rappeler de l'enfance, c'est de construire et de conserver des paysages dans la tête pour voir ce qu'ils vont devenir. Et c'est le cas, peut-être, de cette crique. Et j'en reviens aussi, finalement, à dire une chose en vous écoutant tous les deux, c'est que il y a cette histoire de relation, puisque là, vous parlez de relation, vous parlez de cette chose, en fait, on est pétri de milliers de relations à des objets, à des choses plus intimes, plus complexes, et la question, moi, que je voulais poser, c'était la relation de personne à un lieu. Et donc, finalement, ces habitants de cette crique, ils ont une relation à ce lieu qu'ils aiment, qu'ils préservent, desquels ils prennent soin. Et je pense que cette idée de relation, elle est aussi à la base de toutes les choses. Et c'est peut-être une des choses aussi qui nous rassemble là. Et d'ailleurs, vous aimez bien Paul Éluard, une identité un peu à la Paul Éluard, c'est une fusion, c'est pas une identité fermée. Il y a cette phrase qui dit, mais vous la connaissez mieux que moi, son visage était une réponse à tous les noms du monde, ou quelque chose comme ça chez Paul Éluard. C'est-à-dire qu'en fait, un est EST plusieurs, en fait. Bah oui, en fait, il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Coco qui dit « la crique, c'est tout à la fois ». Et pour moi, cette idée du monde et les relations des personnages entre eux, humains, non humains, des éléments, leurs interactions, leur rapport au temps, puisqu'il est question aussi de génération, de transmission. Et donc, en fait, on se rend compte que, en tout cas, dans la crique que j'ai voulu raconter, cette symbiose, elle est très précaire, cette place de chacun. Finalement, s'il y a une petite chose qui déraille, c'est toute la crique qui
déraille, c'est tout cet ensemble-là qui déraille en fait. Et ça rappelle finalement que du plus petit scarabée à la mer qui tient l'affiche et qui est l'endroit pour lequel tout le monde veut venir, chacun joue son rôle et chacun joue la même partition qui est celle du monde, tout simplement là. Et donc, moi, ça permet, quand on a peut-être cette approche-là, de finalement regarder un peu la place de toute chose et leur communication, leur communion, et pour en revenir à ce mot qui m'est très cher, leur relation. Alors justement, on va passer à cette relation au livre un peu plus intime grâce à vous, et David, Yasmina et Rémi, puisque vous allez nous lire un extrait du livre. Alors David, vous ouvrez le bal, si j'ose dire. Est-ce qu'on va avoir la recette de la Pkaïla? Peut-être pas aujourd'hui, ça serait trop compliqué. Si je donne la recette de la Pkaïla, je suis mort dans la minute. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Il y a beaucoup de mythes sur le judaïsme, mais il y en a un qui n'est pas un mythe, c'est la mère juive quand même. Hein. Donc voilà, au moins vous aurez appris quelque chose. Ouais. Je vais vous lire les premières pages si vous le voulez bien. J'ai commencé à m'occuper de mon père lorsqu'il est mort. Vivant, je me contentais d'un coup de téléphone depuis ma voiture dans les embouteillages pour ne pas perdre trop de temps. Sa voix chevrotante sortait du haut-parleur. Elle emplissait l'habitacle pendant quelques minutes, 10 ou 15, jamais plus. Je lui demandais comment il allait, toujours mal. Je n'avais rien à proposer, alors je me plaignais de mon travail. Lui me disait qu'il était fier de moi, sans jamais préciser pourquoi. C'était à peu près tout. Parfois, je lui rendais visite dans le minuscule studio qu'il occupait depuis que ma mère l'avait quitté, exaspéré par son interminable dépression. Ça ne sentait pas très bon, comme souvent chez les vieux, quand leurs souvenirs se mettent à les digérer avec un peu d'avance. Il y avait un lit toujours mal fait, recouvert d'un plaid vert en velours râpé, une chaise et une table encombrées de boîtes de médicaments toutes ouvertes. C'était devenu sa nourriture principale. Il y avait aussi un énorme fauteuil à bascule Chesterfield, bâti pour un homme épais, sûr de lui, un vestige d'avant. Souvent, en faisant semblant d'écouter le babil de mon père, je les fixais tour à tour, lui et puis ce fauteuil, en essayant de les réconcilier. Lorsque je n'y parvenais pas, lorsque sa vieillesse battait mes souvenirs à plat de couture, il m'arrivait de jouer avec l'idée que toute sa vie n'avait été qu'un leurre, une illusion créée par lui. À le voir là, si petit, cela semblait crédible. Sa dégradation physique m'avait toujours stupéfait. Je n'étais pas sûr d'ailleurs qu'il fallût l'imputer à sa dépression, ni même, à vrai dire, qu'il en ait véritablement fait une. Je ne suis pas un spécialiste, mais le terme m'a toujours évoqué une sorte de processus mou, un enlisement de l'âme. Alors que mon père, je dirais qu'il s'est cassé en deux, net, comme une barre d'acier. Pourquoi? Je l'ignore. Et pourquoi je l'ignore aussi. À vrai dire, peu importe les causes. C'est une histoire de résistance. Lorsque j'étais enfant, mon père m'avait expliqué ce mystère de la physique des matériaux. Ce que j'en avais retenu, c'est que le métal, ça travaille, ça résiste, et un jour, sans prévenir, d'une seconde à l'autre, ça casse. Le toit s'effondre, et tant pis pour ceux qui sont dessous. Le cauchemar des architectes, avait-il conclu. Et Dieu sait qu'il s'y connaissait, Moïse, en cauchemar et en architecture. La mort est réservée aux morts. Pour les autres, il y a les larmes et une logistique d'enfer. Il faut trouver une place, le corps dans un cercueil, le cercueil dans un trou, le trou dans un cimetière. Et comme les Juifs aiment souffrir un peu plus, il faut boucler tout ça en moins d'une journée. Sinon quoi, je ne sais pas. Dès le début, j'ai senti que ça allait être compliqué. Rien que trouver le corps. Il n'était plus dans la chambre. Les règles d'hygiène sont strictes, vous comprenez. La chambre froide est à gauche en sortant, juste après les cuisines. Devant, ça fume des clopes et ça papote. Les tenues blanches, les tenues vertes et les tenues bleues prennent leur pause pendant que les vivants s'accrochent. Porte de gauche, ça sent le riz trop cuit et l'eau de javel. Porte de droite, Moïse est là. Porte posée sur des tréteaux. Un bateau à fond de cale. Un drap blanc enveloppe son corps. Seul le visage dépasse, méconnaissable. En à peine quelques heures, la moindre parcelle s'en est modifiée pour confirmer aux vivants qu'il n'est désormais plus des leurs. Les cheveux sont morts, la peau n'est plus la peau, mais la cire d'un masque qui semble l'avoir étouffé. Bientôt, la chair affaissée s'écoulera lentement vers le siphon qu'est la bouche entr'ouverte. Et le corps, devenu la maison de rien, disparaîtra. Voilà, merci David.
Et évidemment, la magie du roman, c'est qu'à partir de ce qui pourrait être le néant, va commencer une histoire. C'est cette espèce de transition. Alors on continue toujours finalement avec cette Méditerranée en toile de fond à voyager avec vous. Yasmina, vous allez aussi partager un extrait de votre livre. Les mathématiciens donnent cette définition de ce qu'est une frontière. Un point appartient à la frontière d'un ensemble si tout voisinage de ce point contient au moins un point de l'ensemble et un point hors de l'ensemble. Si j'applique cette définition dans mon Alger à moi, je suis presque toujours sur la frontière. Et je suis moi-même tout entière une sorte de frontière. Car mon voisinage personnel, intime, familial, amoureux, est toujours composé d'Algérie et de France. Et c'est peut-être ce que je cherche à vérifier dans chacune de mes promenades. Je pars tôt le matin depuis les collines où se trouve ma maison. Je descends vers la mer. Je cherche des traces du passé, je suppose. J'essaye de comprendre ce que c'est que cette ville, avec l'idée que peut-être je découvrirai aussi ce que c'est que Sancta Algeria, la vraie. Je cherche partout. Et je trouve à chaque fois quelque chose. Si j'avais du pouvoir sur cette ville, voilà ce que je ferais. Je mettrais partout de ces belles plaques émaillées, comme souvent en Europe. J'écrirais « Ici se trouvait le palais du Dey. Ici Camus écrivit l'été. Ici Katabi Hassun vécut 10 ans. Ici Mouloud Feraoun fut assassiné. » Oui, je mettrais des plaques partout. Ici, dans ce quartier, vivaient ceci et cela. Ici vivaient les esclaves chrétiens des Barbaresques. Ici était la synagogue. Ici le quartier des bijoutiers. Et peut-être alors pourrait-on un peu rapiécer tout cela, car actuellement, c'est comme si la seule plaque commémorative existante était celle de la glorieuse guerre de libération. Tout le reste est annulé. Est-ce qu'on ne pourrait pas, s'il vous plaît, rappeler que cette ville, d'après tous les témoignages historiques existants, était des plus bigarrées et multiples, qu'il s'y parlait bien des langues de tout le pourtour méditerranéen, qu'il s'y trouvait bien des enfants venus de toutes parts, des bruns, des blonds, des roux. En descendant, je cherche les escaliers. C'est une ville d'escaliers. À chaque fois, j'en découvre de nouveaux. À chaque fois, il y a près de ces escaliers une belle maison, un parc abandonné, un long mur jaune qui me fait penser que je suis à Rome. Et les familles de chats déambulent heureuses dans les rues et dorment dans l'ombre des jardins. En prenant ces escaliers, je sais qu'ils permettent des raccourcis impressionnants, car sinon il faut emprunter, et cela rallonge terriblement, un de ces boulevards dont parle Camus. Il dit, Camus, à ce propos, « Alger a un long collier de boulevards sur la mer. Il faut s'y promener la nuit. » Cette simple image du collier m'a toujours plu. Et je chemine volontiers avec lui, Camus, sur ces boulevards, en pensant que pour écrire cette phrase, il faut avoir souvent marché le soir pour remonter vers les hauteurs quand on est trop fatigué pour prendre les escaliers si raides à la montée. Voilà, merci pour cette évocation. Alors dans cette crique aussi, c'est le cas de le dire, il y a aussi des reliefs variés, etc. Mais dans quel moment vous allez nous faire accoster la crique on parlait de mer, d'eau au début, donc je vais vous lire un passage où je décris la Méditerranée. Voilà, je crois que c'est une transition tout à fait bien trouvée, c'est un trait d'union entre... Voilà, vous voyez, c'est travaillé, beaucoup de répétitions. En fait, on arrive au moment où ça fait 2 jours qu'on est ensemble, donc on a trouvé des automatismes en fait. Oui. C'est une mécanique rodée. C'est un bonheur. La mer là-bas tenait l'affiche. De sa correspondance avec le ciel, elle figurait de nombreuses expressions, dont la plus caractéristique révélait un bleu pur, l'intense azur qu'on ne pouvait retrouver ailleurs sur la côte. Une variation chromatique profonde, de flots plus sombres aux cieux plus clairs, résultat d'un nuancier total. Avec ses pigmentations supérieures et rares, ce bleu semblait bizarrement chercher sa puissance tout au fond de la terre et, comme une pierre précieuse traversée par la lumière, offrait un reflet éblouissant et doux. À ce point même, la couleur arrivait à ses limites, ses conditions d'existence devenues optimales. Était-ce lié à la roche qui multipliait les réverbérations ou au fait que dans la crique se rencontraient les vents ? Personne n'avait la réponse. Cependant, la mer se présentait comme indissociable de son ciel, la ligne d'horizon n'étant que la marge d'un même livre. Ce bleu pétard s'affirmait longuement l'été, avant et après, et servait autant à définir la saison que le lieu.
À d'autres moments, cette conversation entre les milieux produisait d'autres phénomènes tout aussi catégoriques, comme les jours de brume d'où se dégageait un chaos laiteux, saturation désagréable à l'œil dans un flash permanent, aveuglant et bâtard. Il y avait aussi les jours contrariés de nuages où la mer inspirait une irritation malvenue, un teint de fumeur agité, agacé de ne plus trouver son paquet, la grise mine d'une personne méconnaissable dont on pourrait dire à regarder sa figure qu'elle est sûrement malade. Les jours de vent, elle se parait de mouton, mais ne semblait jamais dépasser par son troupeau de fortune. Mieux, elle laissait croire qu'elle se lavait, et si ces journées interdisaient le plus souvent de la fréquenter, elle n'était pas moins contemplée à une certaine distance, sous l'œil inquiet de la voir tout emporter. Il était tentant de donner des caractères à la mer, et c'était d'usage dans la crique de la considérer comme une personne. Les discussions butaient lorsqu'il fallait aller plus loin que ses manières. L'effet du vent sur elle ne signifiait pas qu'elle était en colère, non, et un soleil radieux ne témoignait en rien de son bonheur, et pourtant, elle était reçue comme ça, une émotive qui ne s'en cachait pas. L'impression saisissante de la voir chaque fois pour la première fois réunissait les habitants et les passants. De la descente des escaliers à l'ouverture des volets du cabanon au premier matin, le regard se retrouvait happé dans un sentiment nouveau, de réconfort aussi, comme s'il en rencontrait une personne que l'on avait toujours connue et adorée. Donc vous l'avez compris, si vous voulez voyager de Versailles avec le rabbin Bitbol, donc vous ferez la connaissance aussi. C'est un personnage en passant par Alger où vous découvrirez des personnages, notamment je pense à Selma, qui est aussi un des personnages de votre livre, qui est une femme courageuse, et puis aller jusqu'à la Méditerranée, et même passer l'Atlantique. On peut passer la mer Atlantique, on ne dit pas dans quel roman. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à ouvrir ces 3 livres, des invitations au voyage, et surtout, vous l'avez dit, des invitations à la relation, à la fusion, et peut-être aussi qu'on peut, grâce à vos livres, cultiver l'utopie que le monde ne peut que s'améliorer. Donc merci beaucoup, et vous retrouvez nos 3 auteurs, bien sûr, pour des dédicaces et pour une invitation au voyage. Merci beaucoup. Merci. Merci.